Bonjour à tous et bienvenue à cette dernière date du cycle de table ronde thématique Interférence. Donc ce cycle qui se passe dans nos locaux donc de CESI, du campus CESI Nanterre. Je remercie les personnes présentes en présentiel dans notre amphithéâtre, mais également les personnes qui nous suivent via Twitch. Je vois des gens qui sont là, qui nous suivent déjà depuis le début de la saison. Comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, on va parler de ville durable et intelligente. On va pouvoir aborder ce sujet avec des experts, comme tout au long de l'année. Donc, je rappelle pour ceux qui nous rejoignent pour la première fois, le cycle Interférence, c'est 8 thématiques qui se rapprochent de nos formations qu'on propose sur le campus CESI de Nanterre. Donc, 2 plutôt orientés BTP, 2 industrie, 2 systèmes d'information et 2 management RH. Aujourd'hui, on conclut avec donc une thématique plutôt orientée BTP, mais toujours avec l'idée de toucher un plus grand nombre de personnes, un sujet transverse qui peut vous apporter donc de nombreuses connaissances et puis enrichir votre parcours, que vous soyez apprenant ou professionnel. Donc merci à vous. Je vois dans le public, donc on a des apprenants, mais aussi des intervenants, des salariés. Donc c'est vraiment l'idée de ce cycle, mélanger les publics et vous proposer du contenu transverse et d'experts. Aujourd'hui, donc, je vais donner la parole à ma collègue donc, Caroline Sliva ainsi que Julien Berton qui vont faire une introduction et introduire donc, nos experts dans un deuxième temps qui vont parler lors de la table ronde. Donc ça va se dérouler jusqu'à 19h15. À 19h15, vous aurez un temps d'échange avec les intervenants d'1 quart d'heure. Donc vous n'hésitez pas, ceux qui sont dans la salle, à lever la main, préparez vos questions, levez la main, puisque tout se passe à travers le micro pour que les personnes derrière leur écran puissent entendre vos interrogations. Vous lèverez bien la main, je vous apporterai un micro et vous pourrez poser votre question. Et pour les personnes qui nous suivent évidemment via Twitch, vous avez la possibilité également de nous poser vos questions et ma collègue Valérie se fera un plaisir de les relayer. Suite à cela, à 19h30, vous le savez, ceux qui êtes là aujourd'hui, vous avez la possibilité de continuer les interactions à travers un petit cocktail qu'on vous proposera juste après. Vous pourrez parler en face à face avec nos intervenants du jour. Voilà, j'en ai fini de cette présentation. Je vous le souhaite, c'est la dernière, donc je vous souhaite vraiment d'en profiter au maximum. Et j'appelle Caroline et Julien qui vont prendre la suite de cette présentation. Merci à tous. Merci Héloïse. Une fois n'est pas coutume, je vais appeler d'abord les invités à nous rejoindre sur la scène, même si vous allez patienter un peu avant l'introduction. Donc, je me permets effectivement d'appeler Pierre Benning, donc avec nous, Sylvie Borst. Je donnerai effectivement à chacun les responsabilités que vous avez, Laurent Julvez et Muriel Roch-Etienne. Merci à vous. Donc Pierre Benning, consultant et enseignant, co-directeur du projet Minded, c'est ça? Oui. Mind. Sylvie Borst, directrice générale Paris et Métropole Aménagement. Laurent Julvez, vous le connaissez pour certains d'entre vous, directeur adjoint cabinet Merlin. Et Muriel Roch-Etienne, déléguée générale SBA, donc la Smart Building Alliance. Une fois qu'on a fait ces présentations, je rappelle un peu l'introduction que j'avais faite. La ville durable et intelligente peuvent-elles composer ensemble? Vous ne savez pas, mais moi je suis passionnée de couleurs et donc je dis qu'effectivement ce sont des couleurs différentes, mais peut-être des visions très très proches. On a tous en tête le contexte réglementaire qui est compliqué, mais on n'est pas là pour ça. On a tous en tête les contraintes financières, mais on n'est pas là pour ça non plus. En revanche, ce qui est intéressant, c'est de savoir effectivement qu'on a beaucoup d'enjeux qui sont liés à l'environnement, des enjeux numériques, et effectivement, et on en parle de plus en plus, puisqu'on s'est vu la dernière fois à l'Assemblée nationale avec Madame Borst, effectivement, des enjeux sociétaux. C'est des choses en fait qui sont en train de revenir de plus en plus dans les discours. Donc,
pour vous embarquer un peu dans le sujet, parce que c'est le dernier et que j'ai envie effectivement que vous puissiez balayer pas mal de choses lors de cette conférence avec nous. Les principaux défis des villes intelligentes et durables, ça va être le développement durable, ça va être la mobilité, ça va être le financement, on vient d'en parler, ça va être la gouvernance, l'inclusion sociale et aussi la cybersécurité. Ça, c'est des défis effectivement qu'on pourrait mettre en commun. Je vous emmène à partir de ma petite expérience de manager de la formation, enfin plutôt pilote de la formation MS, donc Master spécialisé Management de projet de construction en projet à l'international. Je vous embarque à Oslo, qui est dite capitale verte de l'Europe. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'est une ville qui se veut être dans la décarbonation. Donc, un exemple de ville durable, je ne sais pas si vous la connaissez, avec une volonté ambitieuse de diminuer de 95% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. D'accord ? Donc, un exemple de ville européenne qui se veut capitale verte. Un autre exemple dans le monde, je ne sais pas si vous connaissez l'éco-cité en Chine, à Wuhan, qui se revendique être une très belle éco-cité avec un cabinet d'architecture français, Arte, qui a émis en fait la volonté de redynamiser en fin de compte des quartiers, et le principe est orienté autour de l'innovation. Donc ville durable, ville intelligente encore liée. On part à Londres. Et à Londres, je découvre que la ville, qui est vraiment très très polluée, décide de mettre en place en fait des capteurs de manière en fin de compte à détecter en fait la manière dont la pollution évolue. D'accord ? Et donc l'objectif effectivement, alors ça a été mis en place après la Covid, et ils se sont dit la pollution c'est quand même important, ça peut développer pas mal de choses. Donc la qualité de l'air est importante. Donc pour prendre soin en fait des citoyens, on va mettre en place des capteurs. Ville intelligente, ville durable. Et enfin, un dernier exemple, parce que je ne peux pas vous emmener sur toute la planète, mais il y a plein d'exemples. Dernier exemple qui va faire plaisir à Laurent, Barcelone, les superblocs, je ne sais pas si vous connaissez. Une façon en fait d'aménager autrement la ville, donc c'est repenser la ville autour en fait d'un système d'aménagement en fin de compte, et vous le voyez, alors c'est de manière à ce que vous survoliez Barcelone, pour certains qui connaissent, c'est plus parlant. Et on met en place en fait des zones sur lesquelles, alors ce sont des super îlots, on les appelle, et on met en place des zones en fait sur lesquelles il y a une façon de fonctionner au niveau des piétons avec des activités, et tout ça en fin de compte de manière à limiter la circulation des voitures, bien sûr. Donc la mobilité est travaillée. Et ça peut paraître trivial comme ça, parce qu'en fin de compte, quand j'ai étudié le cas, c'est presque un dessin à la découpe, un peu comme je les aime à la géomètre. Mais voilà, c'est une façon de penser un peu différente et qui se veut en fait penser autour des citoyens. Voilà pour la petite introduction. Donc, je laisse la parole à Julien. Julien Berton, donc je me suis présentée très rapidement, mais Julien, en fait, enseignant-chercheur à CESI, s'occupe de pas mal de choses, dont un élément qui, effectivement, est assez atypique sur une école d'ingénieurs comme la nôtre, puisque nous avons un bâtiment intelligent. Il va vous expliquer un petit peu de quoi il s'occupe. Effectivement, bonjour à toutes et à tous. Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, donc moi je m'occupe principalement de ce bâtiment qu'on appelle soit le démonstrateur, donc un bâtiment démonstrateur du bâtiment du futur, ou qu'on peut aussi appeler bâtiment intelligent. Ma première tâche dans ce bâtiment, et je pourrais vous en parler des heures, c'est pas trop l'objet aujourd'hui, ça a été déjà d'en prendre la pleine maîtrise, puisque au tout début on a été un peu, optimiste en se disant qu'on pouvait piloter un bâtiment intelligent avec au final une interface avec 4 jolis boutons, rouge, vert, orange et peut-être avec une autre couleur, et se dire que tout allait fonctionner confortablement et parfaitement. Malheureusement, je vous informe que c'est pas trop le cas. En tout cas, on l'a pas vécu comme ça. Et notamment, vous le verrez, dans ce bâtiment, il y a l'équivalent de 13 protocoles industriels différents, qui fait qu'à un moment donné, si vous ne faites pas parler toute cette tour de Babel entre elles et puis entre les différents protocoles et actionneurs et capteurs, vous n'arrivez pas à grand-chose en fait.
Et c'est vrai que c'est quelque chose qui a été un peu sous-estimé au tout début, où on s'est dit bâtiment du futur. En plus, le bâtiment, pour vous dire, du futur a été co-construit avec une entreprise qui s'appelle Cisco, qui est le leader, vous savez, des télécommunications. Et donc dans ce cadre-là, l'ambition qu'on avait, c'est vraiment d'en faire un démonstrateur avec les usages du futur à l'époque. Quand je vous dis du futur à l'époque, c'était inauguration 2017 pour vous dire. Donc aujourd'hui, on peut effectivement regarder un peu l'évolution de tout ça, mais l'inauguration était effectivement en 2017. Pour vous donner un peu une idée sur le bâtiment qui est du coup derrière nous ici, on ne le voit pas avec les stores. Du coup, c'est un bâtiment du coup, qui a été inauguré en 2017, qui n'est composé que de conteneurs maritimes. Donc déjà, en termes de structure, en 2017, c'était assez innovant. Certes, maintenant, quand vous vous baladez du côté du Havre, je suppose que vous voyez pas mal d'immeubles, que ce soit d'ailleurs des immeubles étudiants ou pas, qui sont aussi composés de la même façon. À l'époque, en tout cas, nous, on a fait ce choix aussi concernant la structure, et aussi du côté numérique, où déjà, à l'époque, on avait doté ce bâtiment d'une centaine de capteurs pour déjà pouvoir l'instrumenter et mesurer pas mal de choses. Pour vous donner une idée, là on voit un petit peu l'illustration de la somme de données qu'on collecte avec ce qu'on appelle le jumeau numérique chez nous. Alors après, là aussi, vous savez, quand on dit jumeau numérique, il y a pas mal de définitions qui font que on peut considérer qu'un jumeau numérique, c'est utilisé pour de la simulation, pour de l'optimisation, pour du pilotage, pour pourquoi pas aussi des éléments qui vont nous permettre de montrer un pan spécifique du bâtiment ou un lot spécifique. Nous, on a pris le parti de prendre tous les éléments qui sont connectés dans ce bâtiment, c'est-à-dire tout, que ce soit la pompe à chaleur, la ventilation, les différents capteurs de température, pour les inclure dans le jumeau numérique pour en faire un véritable reflet de ce qui s'y passe en temps réel. Quand je vous dis en temps réel, bien entendu, c'est une appellation assez marketing. On est sur, selon la granularité, soit sur de la seconde ou soit sur de la minute, selon comment la donnée, bien entendu, est collectée. Mais en tout cas, on arrive à avoir ce véritable reflet. L'intérêt aussi de ce travail, c'est de montrer que dans ces éléments, on a donc du coup plus de 200 capteurs qui sont maintenant représentés dans ce jumeau numérique avec 13 langages différents. Pour vous donner une idée, l'idée n'était pas de faire une conférence sur le sujet. Alors je pourrais vous le montrer après, à la limite, peu importe. Les bases de données qui comportent un peu ces différents éléments et notamment ces différentes données, j'ai calculé un peu comme ça de façon approximative, ce n'était pas l'objet de vous donner le chiffre à ce niveau-là, comportent l'équivalent de 200 millions de lignes de données. 200 millions de lignes qui vont être soit sur des éléments de température, des éléments de pilotage, des actions automatiques, manuelles ou semi-automatiques de pilotage. Et donc, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on en fait de ces données. Étant rattaché à un département aussi qui fait de la recherche, on alimente aussi pas mal nos équipes de recherche avec ces éléments et on publie aussi ces données. Ça a fait l'objet de publications pour permettre aussi, pourquoi pas, d'alimenter les scientifiques sur le sujet. Voilà, donc c'est aussi quelque chose qu'on fait. Bien entendu, dans ce cas-là aussi, vous ne pouvez pas, si vous n'avez pas de données, assurer un pilotage, à notre sens, qui va être automatique ou semi-automatique. Vous ne pouvez pas raisonner si vous n'avez pas ce genre de données. Et pour nous, ce qui est assez intéressant, et je parle en tant qu'informaticien, puisque je suis venu au BTP en justement ayant à gérer ce bâtiment-là, c'est de voir qu'effectivement, c'est un cas d'étude où c'est un peu à la frontière entre l'IT et le BTP, où on a d'un côté effectivement ce bâtiment doté de capteurs, mais aussi tout le côté informatique qu'on développe, et donc du coup, on est capable, nous, dans la pédagogie, de le faire descendre en fait des deux côtés. Que ce soit sur la partie informatique, sur la mise en œuvre informatique, comment ça communique, aussi comment on le sécurise, parce qu'il ne faut pas oublier que ce bâtiment est aussi occupé par des personnes, et donc notre responsabilité aussi, c'est de le protéger, y compris d'un point de vue numérique, pour que personne ne puisse en prendre le contrôle. Donc ça aussi, vous savez, c'est plutôt la partie cyber qu'on enseigne aussi à ce niveau-là. Et côté BTP aussi, puisque les deux ici sont reliés par ça. Aussi, pour en parler rapidement, vous voyez ici un peu comment ça fonctionne. On a récupéré une maquette du coup qui vient de Revit, que vous connaissez, qui est un outil BIM assez connu d'Autodesk. Et on en a fait, nous, avec les données dont on disposait, qui sont dans les bases de données, un jumeau numérique avec un autre outil de rendu qu'on appelle Unreal Engine, qui est du coup un élément qui nous permet, nous, de rendre de façon très photoréaliste, on pourrait dire, ces éléments. Et notamment, je pourrais à l'époque, ou du moins à l'occasion plutôt, vous montrer des vidéos sur le sujet, qui vous montrent bien que quand on se balade un peu dans cette maquette virtuelle, on arrive vraiment à avoir ce sentiment d'y être, y compris de pouvoir partager ce qui s'y passe. Après, on pourra aussi en débattre tout à l'heure, mais ça pose plein de questions au niveau notamment de ce qu'on fait des données, comment on les stocke, notre responsabilité y compris éco-responsable en termes de stockage de données. Est-ce qu'on en stocke trop? Est-ce qu'on n'en stocke pas assez? Et aussi du côté réglementaire, puisque bien entendu, on est aussi attentif à la RGPD et à plein d'éléments qui encadrent un peu notre activité. On ne fait pas, bien entendu, ce qu'on veut à ce sujet. Voilà, j'en ai fini du coup pour cette partie-là. Je vais peut-être laisser la parole à Caroline si tu veux enchaîner. Merci beaucoup, Julien. Alors, on s'est posé la question de comment aborder le sujet, parce qu'on peut aller dans un sens, dans un autre, il y a pas mal de façons de l'aborder. Et on s'est dit qu'effectivement, on n'était pas là pour parler réglementation,
On ne va pas parler RE 2020 version 2025, tout le monde est au courant de ça. On ne va pas parler du manque de financement, ça c'est compliqué. Mais comme on est BTP, on a réfléchi d'une manière très pragmatique. Et on s'est dit, bon, on va déjà partir de toute définition de projet de BTP. Quel est en fait le besoin du client? Ça a été effectivement un des sujets qu'on a abordé. Et on s'est dit, en fait, pour définir le besoin du client, on va se positionner avec différentes facettes. Et il nous paraissait évident de commencer par le premier, qui est le maître d'ouvrage. Donc, je vais laisser la parole à Sylvie Borst, qui est directrice générale, effectivement, de Paris et Métropole Aménagement. Je vous laisse la parole. Merci Caroline. Bon, bonsoir à toutes et à tous. Vous m'entendez bien, ça va ? Ok, super. Donc en effet, donc moi je suis Sylvie Borst, directrice de Paris et Métropole Aménagement. Nous sommes un aménageur public qui travaillons pour la ville de Paris. Il y a une mouche qui nous agace là. Qui travaillons pour la ville de Paris ou pour la métropole du Grand Paris. Donc quand j'ai dit ça, ça veut dire que quand on est mandaté par une de ces deux collectivités pour un projet d'aménagement, eh bien fort logiquement, on va épouser les valeurs de cette collectivité et ses objectifs et son besoin. Elle va nous expliquer ses objectifs, son besoin, et nous, on va traduire ces besoins en opération, en projet, et lui faire valider, bien sûr, au fil du temps, ce que nous proposons. Et puis, en effet miroir, je dirais, j'ai envie de dire que si nos collectivités en question nous choisissent, c'est aussi pour les valeurs qu'on met en avant, pour les valeurs que l'on porte, nos convictions, nos méthodes de travail et notre manière d'agir et les priorités que l'on donne à telle ou telle composante dans un projet. Donc, en l'occurrence, notre ADN un peu chez PMA, c'est tout ce qui est l'excellence environnementale. On voit ici en effet un petit nuage de mots. Voilà, je ne vais pas les commenter, mais je vous laisse en prendre connaissance. Tous les domaines d'action dans lesquels on va essayer de pousser au maximum les curseurs, donc que ce soit en matière de construction, en matière de biodiversité, d'énergie, etc., etc. Il y a beaucoup de leviers d'action. À travers cette excellence environnementale, on essaye de rejoindre les objectifs de la collectivité. En fait, on pourrait dire que la collectivité, elle nous dit, voilà, moi je voudrais construire un nouveau quartier, construire ou aménager plutôt. On est moins maintenant dans la construction, on part moins de terrains vagues, comme ça peut être le cas jusqu'à il y a encore peu de temps. On avait des friches industrielles qu'on allait venir construire, bâtir. Aujourd'hui, on est plus dans la réhabilitation, dans le réaménagement, mais bon, l'esprit est le même. Et donc, la collectivité va nous dire, moi j'ai besoin d'un nouveau quartier, je veux privilégier la mixité sociale, je veux mettre l'accent sur le logement, sur le commerce de proximité, sur les équipements publics, sportifs, culturels. Voilà, elle va nous donner un peu notre feuille de route. Et puis, au-delà de tous ces objectifs, nous, on a un peu un objectif chapeau qui va être la ville durable. Voilà. Donc, comment je fais pour, à la fin du process, donner un nouveau quartier qui fasse envie, où on ait envie de vivre, envie d'habiter, envie de passer, voilà, parce qu'il y a aussi les usagers qui ne font que passer, que le quartier soit un lieu de vie, mais aussi un lieu de destination, qu'on y vienne exprès parce que ce quartier est sympa, parce qu'il propose une programmation sympa, etc. Voilà, donc on va faire en sorte de mener notre opération pour coller un peu à ces objectifs. Alors, chez PMA, en fait, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on fait un bilan carbone prévisionnel qui s'appuie sur l'état du site, sur l'état initial et sur le projet tel qu'on l'envisage. Donc, on mandate voilà, un spécialiste pour nous aider à faire ce bilan carbone qui est très, très poussé et qui va identifier les différents leviers d'action propres au projet, propres au site. Et nous, on va venir derrière prioriser. On ne peut pas agir sur tous les leviers. Vous voyez dans mon petit nuage de mots, là, c'est la même chose en petit schéma. On ne peut pas agir partout en même temps. Donc, on va prioriser pour cette opération précise, qu'est-ce que je vais pousser au maximum et comment je vais essayer de travailler. Voilà. Donc, par exemple, je peux vous donner un exemple concret qui est l'opération Saint-Vincent-de-Paul à Paris 14e arrondissement, qui est un ancien hôpital qu'on a racheté. On a racheté tout le foncier à la PHP.
On s'est dit, voilà, sur ce site précis, qu'est-ce que je peux faire pour atteindre mes objectifs de la meilleure façon qui soit. Donc c'est un site qui est bâti, comme je disais tout à l'heure, avec des anciens bâtiments hospitaliers, le bâtiment de la radiographie, la maternité, la maison des médecins, parce qu'à l'époque on avait des médecins qui vivaient, qui étaient logés, la pouponnière, puisqu'il y avait les enfants qui naissaient, etc. Voilà. Donc tous ces bâtiments, on a fait notre diagnostic patrimonial et on s'est dit on va essayer de conserver tout ce qu'on peut conserver. Donc on va démolir que vraiment soit les bâtiments qui n'auraient plus d'usage. Par exemple, je pense à un parking qui avait été rajouté dans les années 70-80 et qui aujourd'hui n'a plus d'usage puisqu'on a le RER, le métro, les bus, tout est sur place. Donc je n'ai pas besoin d'un parking aérien qui va venir créer un peu une verrue sur le site. Donc ça, on l'a démoli. Mais en dehors de ça, on a conservé 80% du bâti, entre 60 et 80, selon ce qu'on regarde. Et voilà, c'était le premier levier. Ensuite, on s'est dit, réemployons tout ce qui peut être réemployé. Donc, on a aussi préconisé le réemploi, toutes les menuiseries qui ont été déposées, si on pouvait les réparer, les restaurer et les conserver, on l'a fait. Et tout ce qu'on ne pouvait pas garder, on a fait un jour une grande braderie sur le site. On a invité toutes les associations qui avaient envie de récupérer gratuitement, bien sûr, des matériaux. Et elles sont reparties avec l'idée de les réutiliser pour ne pas mettre à la benne, pour ne pas mettre en déchetterie des choses qui peuvent servir à quelqu'un, à d'autres. Voilà. Donc ça aussi, c'est un curseur qu'on a poussé, etc., etc. Il y en a plein d'autres, je ne vais pas trop détailler. Non, avec grand plaisir, voilà. Sylvie. Et ce qui est intéressant, en fait, et ce qu'on se disait en préparation, c'est que c'était vraiment la volonté de votre entreprise. C'est-à-dire que les valeurs que vous avez, en tant que maîtrise d'ouvrage, vous les mettez à l'œuvre pour avoir une ville durable. On est d'accord ? C'est ça, c'est exactement ça. Quel que soit en fait le projet, en fin de compte, vous avez cette volonté de. Donc c'est du côté de la maîtrise d'ouvrage, effectivement, que vous allez pouvoir agir. C'est ça, c'est exactement ça. Super, merci beaucoup. Et puis, peut-être pour faire le lien avec la ville innovante et la ville smart, intelligente, c'est vrai que tous ces objectifs que j'ai cités, j'en ai cité que quelques-uns, mais il y en aurait plein d'autres, c'est pas du tout incompatible avec une ville intelligente, avec une ville connectée, avec une ville innovante. Pour rester toujours sur l'exemple de Saint-Vincent-de-Paul, on avait un objectif qui était le zéro rejet d'eau pluviale, de rejeter un minimum d'eau dans le réseau, parce qu'à Paris, c'est un réseau encore unitaire, donc tout se mélange en fait dans les égouts. Donc ça, notre objectif, c'était de faire en sorte que toutes les eaux de pluie soient récupérées avant de se rejeter dans les égouts, pour ne pas finir en usine d'épuration, alors que ce sont des eaux quand même assez propres. Voilà, donc on a créé des noues, des mares, des étangs, etc. On s'est battu avec à la fois la collectivité, dont les services techniques ne sont pas toujours sur la même longueur d'onde que nous. J'imagine, quand on parle d'égout, déjà, c'est pas facile. Voilà, donc, et en plus de ça, innover sur la gestion des eaux, ça devait être quand même une belle bataille. C'était un peu technique, mais bon, on y est arrivé. On est arrivé pour l'instant. J'espère que ça sera maintenu dans le temps après, quand on aura livré le nouveau quartier. Et puis, une petite innovation supplémentaire a été la collecte séparative des urines. Donc ça, c'est un partenariat de recherche qu'on a monté avec... c'est un partenariat européen de recherche, donc dans lequel on s'est inscrit. En fait, c'est une technologie qui existait à l'échelle d'un bâtiment. À un seul endroit dans le monde, c'était à Zurich. Dans un bâtiment qui est géré par l'ONU. Et nous, on s'est dit, avec nos partenaires de recherche, les ingénieurs qui ont participé au projet, pourquoi ne pas l'expérimenter ou le construire à l'échelle de tout un quartier. Et c'est ce qu'on a fait. Donc on a construit un réseau séparatif. Quand vous allez aux toilettes, quand vous faites pipi, c'est séparé, il y a un réseau spécifique qui est séparé des réseaux de douche et des réseaux, des autres réseaux. Et puis, on récupère toute cette matière, on la traite sur place, dans le sous-sol d'un des bâtiments construits, réaménagés. On a une usine de traitement, en fait, c'est une petite pièce bien plus petite que l'amphithéâtre, avec des process industriels. Et on va extraire de cette matière, des urines, de l'engrais,
puisque en fait, l'engrais dans les urines, c'est une technologie ancestrale et à la fois moderne. Voilà, Mais vous l'avez fait. Voilà, mais on va le faire. Donc c'est exceptionnel quand même. Et cet engrais va être réutilisé pour les espaces verts du quartier. Merci beaucoup, Sylvie. Merci. Après, on a parlé effectivement ville durable et ville intelligente. On en oublie parfois quand on parle de ces sujets, la vision usagée. On parle beaucoup de la vision produit, de la vision vous avez, et on a potentiellement un super smart building, etc. Et parfois, voilà, on en oublie un peu le côté usager, le côté user experience, on pourrait dire. Qu'est-ce que vous en pensez, Monsieur Benning, sur le sujet ? Bien, bonsoir. Je peux passer, il doit y avoir 2-3 slides. Je vais vous parler rapidement du projet Mind parce que je pense que ça va être une bonne introduction à tout ce qui va se dire ce soir. Donc Mind, c'est un projet national de recherche qui a commencé en 2014. On a eu 2 saisons, une qui s'appelle Mind saison 1, c'est la saison 14-18. Mind saison 2, donc 19-22. Et puis voilà, on commence une nouvelle saison qui est une association. Si tu peux passer. Alors, ce qui m'intéresse pourquoi je parle de ce projet Mind, c'est qu'en fait, on a émis 90 livrables qui sont à votre disposition. C'est presque 6000 pages de livrables, là, avec un certain nombre de sujets qui concernent la construction en général, qui concernent la normalisation. On a beaucoup parlé d'IFC. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais on a beaucoup parlé d'IFC. Normalement, il y en a quelques-uns qui doivent savoir. Tout ça, c'est disponible sur le site qui s'appelle mind.fr et il y a en particulier un guide de lecture qui va vous permettre de naviguer au travers de ces 90 livrables. Où je vais en venir, c'est qu'on a 2 livrables qui correspondent à ce dont on parle ce soir. Un qui s'appelle l'impact carbone des données numériques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on envoie un mail, quand on envoie une photo à ses amis, là, tout ça, ça a un poids carbone. Et en fait, on a fait le poids carbone du numérique sur un chantier. C'est-à-dire qu'en parallèle de la construction d'un projet, on a évaluer le bilan carbone de tout le numérique qui est nécessaire pour faire ce projet, pour savoir ce que ça pesait par rapport au chantier par lui-même. Donc il y a quelques exemples qui sont assez représentatifs et je vous conseille d'aller jeter un coup d'œil parce que ça vaut... il y a peu de documents qui concernent ça. Et il y a un autre livrable qui s'appelle Ville intelligente et IoT. Pourquoi rédiger une charte Smart City? Alors, on parle de Smart City, ville intelligente. Aujourd'hui, ça bascule un peu du côté jumeau numérique. Vous savez que c'est un petit peu mélangé toutes ces expressions-là. Ce qui était important pour nous, c'est déjà de comprendre ce que c'était qu'une ville durable. Et on n'a pas commencé par parler de ça, donc je vais me permettre d'en parler. Une ville durable, c'est avant tout, comment dirais-je, il faut préserver l'environnement, il faut réduire l'empreinte carbone et surtout assurer la justice sociale et économique. C'est ça une ville durable. Et donc ça passe par une approche qui est souvent long terme, qui est réglementaire et qui est participative. Okay, c'est ça une ville durable. Alors, en parallèle de ça, on a ce qu'on appelle la Smart City, d'accord, la ville intelligente. Et donc, la ville intelligente, c'est qu'on utilise des technologies numériques pour optimiser les services aux usagers, aux riverains. Et donc, ça, c'est une approche différente parce que c'est une approche qui est technocentrée, parce qu'elle est basée sur de l'innovation et de l'efficacité. D'accord ? C'est 2 choses qui nous paraissent différentes. Or, en fait, une ville ne peut pas être vraiment durable s'il n'y a pas un minimum d'intelligence derrière. Pourquoi ? Parce qu'une ville durable, elle a besoin d'outils numériques pour évaluer ses émissions carbone, pour optimiser ses flux, pour impliquer l'usager. Et d'un autre côté, la ville intelligente, elle doit s'inscrire dans une logique éthique, qui sociale, même environnementale, pour éviter le piège du solutionnisme technologique. Ça, c'est la solution d'Elon Musk. On met de la technologie partout et ça va résoudre nos problèmes. Voilà. Bon, alors donc on a fait un livrable qui parle de ça et ça nous paraissait intéressant de comprendre que les deux sont liés.
On a lancé un nouveau projet, c'est une association, ça s'appelle Mind 2050, donc ça vient de commencer, hein, ça a été créé en fait au 1er janvier de cette année, et on a un certain nombre de thèmes qui sont déjà lancés. Le carbone et la CV d'un projet d'infrastructure, c'est-à-dire quand on construit une route, quel est le poids carbone d'un kilomètre de route ou d'un kilomètre d'autoroute ou de 10 mètres de tunnel. Voilà, on est en train de faire des statistiques là-dessus. On a encore des grands sujets de standardisation hein, sur les IFC, en particulier les tunnels où on n'est pas encore tout à fait mûr. On a un sujet qui s'appelle la maîtrise d'usage. Vous avez tous entendu parler de maîtrise d'ouvrage, de maîtrise d'œuvre, hein, mais il y a un nouveau concept qui arrive qui est la maîtrise d'usage. C'est-à-dire comment on implique l'usager dans tous les projets qu'on fait. Vous savez très bien qu'un projet d'infrastructure, dès qu'on commence à en parler dans la presse, il y a une association qui se crée qui dit « j'en veux pas ». On veut tous de l'électricité, mais on ne veut pas de centrale nucléaire au fond de son jardin. On veut de l'électricité verte, mais on ne veut pas d'éoliennes au fond de son jardin. On ne veut même pas voir une éolienne au fond de l'horizon. D'accord ? Bon, donc il faut tenir compte de l'usager, faire en sorte qu'il soit d'accord avec le projet qu'on va lui proposer, et surtout on va l'impliquer au maximum de façon à ce qu'on n'ait pas trop d'associations sur le dos qu'on construit. Voilà. Et donc le dernier sujet, c'est les jumeaux numériques territoriaux. Alors attention, je ne parle pas de jumeau numérique territorial, qui est un jumeau numérique d'un territoire et le plus vaste possible. Quand on parle de jumeaux numériques territoriaux, c'est qu'on va d'abord définir l'usage que l'on veut faire de ce jumeau numérique. Avec un jumeau numérique, on ne fait pas tout. Hein. On définit d'abord les usages que l'on veut en faire et à ce moment-là, on capte la donnée qui est nécessaire pour répondre à cet objectif. Voilà. Et donc je pense que vous pouvez aller voir les livrables. Si vous avez des envies d'adhérer au projet Mind 2050, vous pouvez. Hein. On y fait de la recherche et je pense que ça correspond bien à notre sujet de ce soir. Merci Pierre. Je reviens sur la maîtrise d'usage parce que je pense qu'il y en a qui découvrent un peu le concept. Et la difficulté, on en parlait encore la semaine dernière effectivement à l'Assemblée nationale avec des élus. La difficulté, en fait, c'est qu'on arrive dans une société où on fait attention aux citoyens et aussi à leur bien-être et à ce qu'ils veulent, et qu'on a en fait besoin d'évoluer au niveau collectif. Et ce que disaient en fait les membres, les élus et les membres des personnes représentant la société d'aujourd'hui, c'est de se dire comment on arrive à faire bouger le collectif, alors qu'effectivement on fait et on se doit aussi de faire attention à l'individu. Donc là, il y a presque un sujet de philosophie, j'ai envie de dire, mais c'est super intéressant ce soir de voir qu'effectivement, il y a des choses qui émergent qui n'existaient pas avant. Donc, merci en tout cas pour cette intervention, Pierre. Je veux juste dire que quand on voit le projet en Chine, là, on joue le collectif. Ah bah complètement. Hein, c'est pour ça que je l'ai montré, parce que je trouvais qu'il était intéressant. Voilà, on joue le collectif à fond. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont être lésés là-dedans, mais tant pis, le collectif, il y a du bien-être collectif. Hein. Voilà, donc dans nos pays occidentaux, on est quand même très individualiste et donc chacun a son opinion. Merci. Donc on a regardé en fin de compte la définition du client et comment on pouvait réussir grâce à Sylvie à influer quand on est maître d'ouvrage en fin de compte et à prendre des décisions, parce qu'on dit toujours les maîtres d'ouvrage, ils n'ont pas la connaissance, etc. Non, vous avez réussi à montrer que vous arrivez à innover, vous avez la volonté de faire et vous y arrivez, et qu'on réfléchit effectivement autrement aujourd'hui, qu'on a des groupes de travail, qu'on essaye en tout cas de comprendre autrement la ville. Tout ça me fait dire quand même que si on revient au sujet des BTP, on a le maître d'ouvrage, et qu'on a des retours d'expérience aujourd'hui qui sont probants. Je vais laisser la parole à Laurent Julvez, qui va nous expliquer effectivement ce qu'il entend par ville durable, ville intelligente. Avec ton retour d'expérience, je te laisse œuvrer.
Merci beaucoup, Caroline. Je me présente, donc je suis Laurent Julvez, je suis directeur général adjoint d'un groupe d'ingénierie qui comporte 16 filiales, chacune avec plusieurs centaines de collaborateurs. Et donc ça fait à peu près 30 ans que j'interviens dans l'ingénierie. J'ai eu la chance de travailler sur tous les continents. J'ai fait des grands projets de Smart City ou d'éco-quartiers, donc en Chine, en Russie. J'ai travaillé en Amérique du Sud, j'ai travaillé au Moyen-Orient, évidemment beaucoup de projets en Europe et beaucoup de projets en France. Donc sur ces thématiques de villes intelligentes et de villes durables, je m'inscris en plein dans les propos de Sylvie et de Pierre. On est sur des thématiques au jour d'aujourd'hui qui ont besoin véritablement d'être posées à plat et donc avec des définitions qui sont parfois très différentes quand on se déplace sur le globe. Encore une fois, on n'a pas la même approche quand on va développer ces projets, notamment de villes. On pourrait même interroger même de bright cities, ces villes brillantes, notamment ces grandes villes. On a eu l'occasion d'échanger notamment sur ces thématiques, dans lesquelles on essaye de donner du rayonnement à la ville et de faire en sorte que les gens puissent se développer sur ces sujets. On a évidemment les sujets qui ont été abordés, des sujets notamment liés aux thématiques de l'eau, de réutilisation de l'eau, de gestion des eaux pluviales, comme ça a été bien dit, de gestion de l'énergie, notamment. On voit bien la création de réseaux de chaleur, de réseaux de froid urbains, dans lesquels on va alimenter les éléments de façon pertinente, de gestion des déchets également, de transport, c'est-à-dire que par exemple, vous prenez par exemple une ville comme à Mexico, moi j'ai travaillé sur le métro de Mexico, ce métro de Mexico, au jour d'aujourd'hui, il fonctionne grâce à l'usine d'incinération, la chaleur qu'on va transformer en électricité pour faire fonctionner ce métro. Et donc cette dimension de ville durable ou de ville intelligente, on y donne une dimension très différente selon là où on se trouve sur le continent. J'ai travaillé sur l'aménagement de la défense, encore une fois. La défense, c'est un sujet très intéressant. On a deux types de populations. Une population, j'allais dire, de cadres, voire de cadres supérieurs qui fonctionnent dans les très grandes tours de la défense, et puis une population qui vit à demeure sur place. Et ces deux populations qui ne se croisent pas, finalement. Et encore une fois, le but du jeu, c'est de faire cohabiter ces deux populations, que chacun y trouve son compte d'une manière générale. Et là, on retrouve encore une fois des choses qui ont été bien explicitées, encore une fois, par Sylvie et par Pierre. Le but du jeu, c'est que chacun y trouve son compte et arrive à s'épanouir dans ces villes. Donc on va avoir cette thématique véritablement de ville durable, dans lequel on va regarder les thématiques de sobriété énergétique, d'efficacité énergétique, de réutilisation encore une fois des utilités, je pense à l'eau, aux déchets, de réemploi des matériaux, comme ça a été bien dit, et puis dans lequel on va mettre tout un tas, encore une fois, d'analyseurs, de capteurs, de villes intelligentes. Et donc déjà, je voulais dire déjà une chose très importante. Quand on parle de smart city, de smart grid, le terme smart, on se fait plaisir, c'est pas la ville qui est intelligente. Ça permet simplement aux gens qui y habitent de pouvoir être plus intelligents. Pourquoi ? Puisque ça nous permet de piloter, de capter. Donc on arrive bien sur la data, et donc typiquement l'IA générative qui arrive de façon massive ces derniers temps va nous permettre encore d'être beaucoup plus intelligents. Tout à l'heure, Julien parlait de smart building. On est presque dans la version plus tard du thinking building, c'est-à-dire le bâtiment qui lui-même va s'auto-maintenir d'une manière générale. Et donc pour être intervenu sur pas mal de continents, j'allais dire, on a des approches très différentes parfois. Donc si sur le continent européen et notamment en France, on essaye d'avoir une ville durable dans laquelle on va essayer d'équilibrer entre le développement durable, comme Sylvie et Pierre l'ont dit, et puis d'avoir une approche qui soit dans laquelle on va faire en sorte d'avoir une approche sociale et sociétale importante, c'est pas toujours le cas. Par exemple, actuellement, je suis en train d'aménager un énorme éco-quartier à Nice, donc qui s'appelle le Parc Méridia, qui est un quartier de 70 hectares, qui va être le premier éco-quartier labellisé HQE niveau excellence, dans lequel on est à 100% d'énergie renouvelable et de récupération, dans lequel on est sur du remploi des matériaux, mais par contre, on va être à 10 000 € le mètre carré. Et donc, il n'y a pas du tout de logements sociaux. Évidemment, vous imaginez bien, on est au-dessus de la promenade des Anglais à Nice. Et là, typiquement, on est plutôt sur un démonstrateur urbain, si vous voulez, véritablement, sur lequel on pousse tous les curseurs environnementaux au maximum, sur les savoir-faire. Mais par contre, c'est une démarche qui est différente de celle que Sylvie présentait tout à l'heure, dans lequel on cherche véritablement à avoir une multiplicité des populations et donc un équilibre, encore une fois, sur la population. J'ai travaillé sur des grands projets de Smart City, par exemple en Afrique, sur lesquels on crée des villes ex nihilo, et puis la ville d'à côté, on va la détruire pour éviter que ça devienne une favelas. Mais donc là, typiquement, on part d'une feuille blanche. C'est d'autant plus simple à créer que de créer véritablement, encore une fois, une ville intelligente à partir de la ville déjà existante, comme on pourrait le faire à La Défense, comme Sylvie l'expliquait,
d'une manière générale. Ce qui est important de mesurer, parce que ça fait très longtemps qu'on travaille sur ces sujets de Smart City, et je pense que l'approche notamment des spécialistes, des gens comme IBM, Schneider, Cisco, qui ont beaucoup contribué à ces villes intelligentes, ont une approche qui est un petit peu disruptive, j'allais dire, par rapport aux attentes des élus. On a la chance d'en avoir quelques-uns autour du plateau, typiquement, sur lesquels, encore une fois, ce qu'on attend, c'est pas d'avoir un tableau de bord un petit peu comme on pourrait avoir sur un aéroport dans lequel on appuie sur les boutons pour avoir les éléments. Le but du jeu, et ça sera bien explicité, j'imagine, plus tard, c'est bien d'avoir la chance de pouvoir faire communiquer les élus avec les administrés, c'est-à-dire les habitants, et d'avoir, j'allais dire presque en chantant un petit peu les services, et de permettre justement d'avoir un retour, encore une fois, des élus sur des habitants, pour que les élus sachent véritablement quelles sont les attentes des habitants d'une manière générale, de façon à améliorer, encore une fois, la qualité de l'habitat, la qualité de la ville d'une manière générale. Encore une fois, bien entendu, mise en service par les services de la collectivité, hein, mais toujours pareil, sur lequel on a besoin d'avoir ce retour d'expérience. Et donc là, véritablement, il y a des éléments extrêmement saisissants. Alors, vous avez des exemples très, très, très brillants en France. Hein, encore une fois, on n'a pas à rougir. Même si vous avez des exemples qui ont été beaucoup plus mis en lumière à l'échelle internationale. Je pense à des exemples comme la ville de Valence. Hein, on a parlé de la ville de Barcelone. La ville de San Francisco, qui est probablement une des meilleures réalisations. Hein, mais en France, par exemple, vous avez des exemples saisissants. Je pense à la ville de Dijon ou la ville d'Angers, par exemple, qui sont deux exemples très intéressants. On a commencé à intervenir sur les thématiques de l'éclairage public, où on s'est dit, bon, on consomme énormément d'énergie sur l'énergie électrique, hein, on va changer véritablement les points lumineux en mettant des LED, en mettant des lampes à détection automatique, etc., en baissant les intensités. On a d'abord après travaillé sur les thématiques de l'eau, hein, consommation de l'eau, gestion des eaux pluviales, puis après la thématique de l'énergie, réseau de chaleur, optimisation, la gestion des déchets, et puis on arrive finalement sur l'ensemble des thématiques d'une manière globale. C'est ce qui a été fait à Dijon, ça a été dupliqué après sur Angers, et on voit bien que par contre, il y a un élément très important, et je le dis notamment aux étudiants que je vois régulièrement, il y a une vraie rupture par rapport à l'époque où j'étais, moi, sur les bancs de l'école par rapport à ça, c'est qu'on a cassé les silos d'une manière générale. On nous a longtemps appris et nous expliqué qu'il y avait l'eau, il y avait les déchets, il y avait l'énergie, il y avait le génie civil, il y avait le bâtiment, etc. Et là, au jour d'aujourd'hui, on a à penser à avoir une approche globale à raisonner, une approche intégrée de toutes ces thématiques pour les mettre en relation avec une gestion des interfaces importante. Et ça, c'est extrêmement intéressant. C'est à la fois complexe, mais c'est ce qui rend en même temps véritablement la dimension de ces villes extrêmement intéressante. Donc, sur les aspects véritablement technologie, parce que je suis bavard, on va essayer de résumer, mais l'idée c'est bien de se dire, attention, la technologie elle est bien au service de la ville, et donc on est capable de mettre en place des capteurs, des analyseurs avec des systèmes de supervision, voire d'hypervision extrêmement pointus, mais encore une fois, par rapport au retour de données, le but du jeu c'est que ça doit offrir une meilleure qualité de vie aux habitants, et c'est ça qui est important. On ne fait pas une ville techno pour une ville techno, il ne s'agit pas de faire une ville du futur, et je le dis parce que pour être intervenu pendant très longtemps, de très nombreuses années au salon Smart City, je pense que l'approche était forcément complètement erroné. Hein. J'intervenais en duo souvent avec des amis élus et typiquement, c'était très intéressant d'intervenir en duo parce que la technique permet à peu près tout, hein, d'une manière générale, mais le but du jeu, c'est pas de faire de la technique, c'est de la technique au service, encore une fois, des attentes de la transformation de la ville que l'on attend. C'est-à-dire comment on fait pour mieux vivre la ville, pour la rendre plus agréable, plus vivable, plus durable, d'une manière générale. Et donc c'est bien ça. Et c'est là où véritablement, d'un côté, on a évidemment le fait de réduire l'empreinte durable, l'empreinte environnementale, hein, d'une manière générale, sur les thématiques classiques dont on vient de parler. D'un côté, on va mettre en place tout un tas d'outils informatiques hein, qui sont assez extraordinaires, et on en a parlé tout à l'heure sur les jumeaux numériques, sur l'IA qui vont permettre un certain nombre de choses avec les capteurs, l'hypervision. Mais encore une fois, le but du jeu, c'est pas de faire de la techno pour de la techno. C'est vraiment important que vous le compreniez bien, ça. Hein, on est véritablement sur une ville que l'on va transformer pour la rendre plus agréable. Encore une fois, et la technique permet beaucoup de choses, mais par contre, elle doit forcément permettre cette gestion d'interface. La vraie difficulté, c'est que on va avoir des difficultés pour faire communiquer les protocoles. Hein, Julien l'a bien dit, c'est toute la difficulté qu'on a. Hein, c'est d'arriver sur des systèmes qui communiquent entre eux. Et là, c'est vraiment difficile. Et puis, d'arriver à faire travailler des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Actuellement, on travaille sur des grands écoquartiers dans lesquels on a un pôle d'échange multimodal, donc avec une gare, dans lequel on va avoir à la fois des voitures, des trottinettes, des vélos, etc. On va avoir donc des transports, des métros, des tramways, des BHNS. On va avoir des thématiques énergétiques avec des réseaux de chaleur, avec des chaufferies. On va avoir des thématiques
problématiques liées à l'eau. On va avoir forcément des écoquartiers avec des habitants. On va avoir des espaces verts. Et donc, ces aspects de verdure aussi également qui donnent ces aspects de ville agréable dans lequel l'eau, et Sylvie l'a esquissé tout à l'heure, des éléments intéressants. C'est-à-dire que cette eau, véritablement, elle va servir évidemment d'une manière générale également pour rafraîchir, créer des îlots de fraîcheur, donc ils vont lutter contre ces îlots de chaleur. On le voit bien aujourd'hui, des choses extrêmement importantes dans lesquelles, si vous vous promenez dans une ville comme Rome, par exemple, on n'a pas ce sentiment d'étouffer de chaleur parce qu'il y a des cascades, il y a des fontaines qui rendent la ville agréable. Donc la verdure, vous voyez par exemple l'exemple de Nice que je mettais, à l'intérieur il y a un grand parc urbain de 20 hectares, d'une manière générale, qui vont permettre de rafraîchir la ville et qui la rendent beaucoup plus agréable, moins urbaine, dans lequel on a le sentiment de pouvoir s'épanouir d'une manière générale. Et ça c'est important. Donc l'image de cette ville durable qui peut tout à fait cohabiter avec cette ville technologique, cette ville intelligente, elle est dans une ville dans laquelle il fait bon vivre. La vraie difficulté qu'on va avoir, c'est d'arriver à faire cohabiter tous les types de populations. C'est-à-dire que d'un côté, dans la ville durable, c'est une ville, et ça a été bien dit tout à l'heure, pour tout le monde. La ville intelligente, c'est une ville technocratique presque qui est décidée d'une manière générale, et donc dans lequel il faut faire en sorte que les gens puissent tous pouvoir, encore une fois, s'épanouir. C'est-à-dire que même malgré les générations, tout le monde n'est pas forcément connecté à Internet, tout le monde n'a pas forcément une maîtrise des outils sur ses smartphones pour arriver à accéder à des parkings, accéder à tout un tas d'informations. Et donc le but du jeu, c'est de rendre tout ça intelligible. Et donc ça veut dire qu'il y a un gros effort d'une manière générale pour faire en sorte que chacun y trouve son compte dans la ville d'une manière générale. Et ça, c'est une partie de la difficulté que l'on a, tous autant qu'on est, maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre, entreprise, opérateur, d'une manière générale, pour arriver non seulement à interconnecter encore une fois tous les besoins de la ville d'une manière générale, et Sylvie l'a esquissé, vous savez que pour faire communiquer des services dans une grande métropole, c'est très compliqué. Arriver en sorte, moi ça m'arrive régulièrement dans les grandes métropoles de présenter les gens entre eux. Ils sont dans des bureaux bien souvent pas loin, et comme j'ai la chance de travailler avec plusieurs d'entre eux, de les présenter parce que j'ai besoin qu'ils travaillent ensemble, évidemment. Il y a des liens très forts qui sont importants à mettre en place. C'est parfois compliqué. Encore une fois, je le dis en rigolant, mais c'est vrai, la première fois où j'ai expliqué dans mes équipes qu'on allait faire travailler les gens de l'eau, des déchets et de l'aménagement urbain, ils m'ont pris pour un fou. Ils m'ont dit, mais de quoi tu parles? Or, au jour d'aujourd'hui, c'est le seul moyen d'arriver à des choses intelligentes. La vraie difficulté, ça va être le métier des métiers, je parle notamment pour les étudiants qui sont là, ça va être les gens qui vont être capables de gérer l'interface entre eux et de faire communiquer. Et c'est là où véritablement ça devient véritablement très intéressant, c'est au-delà des expertises métiers, et vous venez chercher l'expertise ici, c'est comment on fait en sorte que véritablement les gens arrivent à communiquer entre eux et faire en sorte véritablement de parler le même langage. Et ça, c'est quelque chose qui, on le sait tous, sur les exercices qu'on est en train de faire, c'est quelque chose qui n'est pas simple. C'est ce qui rend le challenge intéressant et qui fait que on prend du plaisir dans les exercices que l'on fait. Voilà. Donc tout ça pour vous dire et pour conclure que la ville durable et la ville intelligente, ce ne sont pas des choses qui s'opposent, ce sont des choses, si on le prend de manière intelligente, encore une fois, et je parle vraiment d'intelligence, ce sont des choses qui s'additionnent, qui sont complémentaires, et je pense qu'on est tous d'accord sur le plateau ici pour dire que véritablement, si on réussit l'exercice de transformer la ville, ça sera à la fois une ville intelligente et une ville durable, parce que derrière, on aura mis la technologie au service véritablement de la durabilité de la ville pour faire en sorte que les gens finalement s'épanouissent dans cette ville et y trouvent véritablement un vrai plaisir à habiter dans cette ville et à se projeter dans cette ville. Merci Laurent. Je rebondis effectivement sur ce que tu as dit et quelque chose d'important pour l'échange avec les étudiants à venir, futurs diplômés de CESI. Tu disais effectivement qu'il va falloir être capable d'être dans la transversalité, ce qu'on ne connaissait peut-être pas, nous, il y a une vingtaine d'années en arrière, trentaine, ça nous rajeunit pas tout ça, mais c'est une réalité. Et donc, sur la présentation la semaine dernière à l'Assemblée nationale du nouveau plan climat qui a été présenté par la ministre, donc pour la France, ce qu'il a été mis en avant, on en a parlé tout à l'heure, c'est cette individualité contre ce collectif sur lequel il va falloir jouer. Deuxième chose importante, il a été véritablement donné comme un besoin d'ingénierie. Il y a aujourd'hui en France des collectivités, en fin de compte, qui n'ont pas toujours les moyens, mais ça, on va y revenir tout à l'heure. En tant qu'ancien élu, on a des points communs, on va en parler. Donc, on a des agglomérations qui se sont mises en place, on a des métropoles qui se sont mises en place de manière, en fin de compte, à pouvoir fusionner on va dire des pôles carrément.
d'avoir des compétences en fait communes en agglomération, etc. En revanche, il est vrai qu'il y a un réel besoin d'ingénierie. Donc je dis ça, un appel à, entre guillemets, c'est un fort appel en fait qu'on a là, c'est qu'il y a besoin de développer également des nouvelles compétences. Donc on n'est plus en fin de compte sur quelque chose de classique où chacun reste dans son... On l'a vu un peu émerger avec le BIM, je fais un petit clin d'œil à ma collègue Amel Ledouni, mais où là il a été question effectivement de travailler tous ensemble. Alors c'était pas juste travailler sur une maquette, c'était en fin de compte réussir à être en collaboration. On parle toujours de collaboration, mais c'était véritablement ça l'impulsion avec le BIM en fin de compte. C'était de travailler tous ensemble en même temps sur la même maquette. Donc ça c'était un réel, en tout cas volonté de changement. C'était ça en fin de compte. Et là en fait ce qu'on est en train de nous dire, c'est que l'état d'urgence est là, qu'il va falloir en fin de compte qu'on prenne les choses en main, que oui, il y a des besoins individuels, que oui, on essaye de faire en sorte que les gens se sentent mieux là où ils vivent, mais qu'en contrepartie, il va falloir faire on va dire un effort commun. Donc on doit être impliqués et qu'on a besoin pour ça d'ingénierie. Donc bonne nouvelle, saisie est là. Et fonctionne, ouais. Pour rebondir aussi sur ce que disait Laurent sur un point et un cas d'usage qui est vraiment très concret pour nous sur le smart building, on a des luminaires de marque Philips. Jusque-là, vous savez, c'est un équipementier assez connu dans le domaine de l'éclairage, y compris connecté. À l'époque, en 2017, il faisait déjà des éclairages connectés LED. C'était déjà quelque chose effectivement qui était moins répandu dans le côté domestique, mais qui commençait à l'être côté entreprise. Et c'est vrai qu'à l'époque, nous, quand on a du coup acheté ces fameux luminaires, on les alimente, pour vous dire, sans parler de termes informatiques ou de faire mon informaticien de base, avec ce qu'on appelle des commutateurs qui sont dédiés à de l'informatique. En gros, c'est vraiment du lot informatique. Philips s'est rendu compte aussi quelque part que dans le cadre de projets de rénovation, il n'allait peut-être pas pouvoir vendre à toutes les collectivités le fait que venant avec le projet d'éclairage, allaient s'attacher forcément des informaticiens qui allaient gérer toute l'informatique nécessaire pour que juste vous ayez de la lumière, sans forcément nécessairement la piloter d'ailleurs. Et donc du coup, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'ils sont passés d'un modèle où on avait besoin effectivement d'informatique pour faire de l'éclairage, où maintenant ils viennent se prendre entre guillemets et se connecter sur des arrivées électriques classiques pour justement faire du smart, mais dans le cadre de projets de rénovation, sur des éléments qui sont smart par le biais d'autres technologies que uniquement de l'informatique et des éléments qui sont liés assez fortement à de l'informatique. Ce qui me permet aussi de faire la transition avec Madame Muriel Roquetienne sur la partie technologique. Est-ce que vous y voyez-vous des leviers et des freins vis-à-vis de ces technologies? Je sais que vous êtes en contact avec pas mal d'équipementiers. Quelle est votre vision sur ce sujet? Alors, je vais rapidement présenter justement la Smart Buildings Alliance. Donc, c'est une alliance de professionnels qui propose des solutions numériques dans le domaine du bâtiment et la construction. Donc, effectivement, on est focus sur ce sujet de ville intelligente et ville durable. On a 3 piliers: Smart Building, Smart Home, Smart City. Avant de commencer à vous faire cette présentation, je voudrais revenir sur... Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites, donc je vais essayer de faire peut-être un pas de côté pour essayer de parler peut-être d'autres choses. La sémantique en fait de ville intelligente, pour moi, ne doit pas forcément être associée à une ville technocratique ou une ville où il y a une forme de technique qui y est associée, ou pourquoi pas, mais pas en tout cas y associer forcément le numérique. Je vais vous donner un exemple assez simple, finalement assez basique, vous allez me dire, mais le baron Haussmann, est-ce qu'il n'a pas fait de Paris une ville intelligente avant même que les solutions numériques ne soient là? Oui. C'était le premier à réfléchir à laissons de la place pour circuler, créons des systèmes de circulation d'eau. On était déjà dans une réflexion de ville intelligente. Aujourd'hui, c'est quoi la différence? C'est que le smart, et vraiment j'insiste parce que le smart et la traduction française d'intelligent est un peu compliqué et d'ailleurs donne débat. Le smart a débarqué dans nos vies quand les portables, je l'ai mis là-bas, les smartphones, nos téléphones portables sont devenus des smartphones, donc des téléphones avec des services. Qui avait imaginé avant qu'ils arrivent qu'on aurait notre téléphone, notre appareil photo, notre agenda, une appli qui nous prévoit la météo, ce qu'on doit manger, nos comptes bancaires, nos paiements, dans un simple appareil. Et on a en 2012 cette explosion des smartphones qui arrive et qui nous montre ce que l'outil numérique peut proposer comme service. Et là, instantanément, tous les domaines, tous les secteurs se disent mais
qu'est-ce que ce smart va apporter dans mon secteur? Et c'est la question que s'est posée la SBA quand elle s'est créée dans le domaine du bâtiment et de la construction. Et donc, si je peux juste avoir... Pardon. Et donc, vraiment, la vision de la SBA, c'est quoi? On a des bâtiments connectés et communicants. Enfin, on aura des bâtiments, en 2012, on aura des bâtiments connectés et communicants, des infrastructures connectées, puisqu'on était déjà en train de parler de véhicules électriques, donc d'IRVE, de recharge, comment on connecte ces recharges aux bâtiments. Et aujourd'hui, on a des avancées qui sont extraordinaires, au sein d'un territoire connecté. Et c'est ça, en fait, finalement, qui est important, c'était comment le bâtiment, seul, mais aussi groupé, est constitutif de la ville. Et comment ça devient un outil numérique qui va permettre, grâce aux solutions qui vont y être intégrées, qui va permettre de faire que la ville propose des services. Mais en même temps, on savait bien l'époque dans laquelle on était, et on est arrivé dans une période où le sujet de la transition énergétique, de l'écologie est devenu de plus en plus prégnante. Et après ce boom du smart, s'est posé la question de la pollution de l'usage de l'outil numérique et comment on pouvait y travailler. Donc aujourd'hui, notre réflexion au sein de la SBA, c'est comment un bâtiment intelligent est un outil avec des solutions numériques responsables. Alors on parle d'IA frugal, de numérique responsable, pour en faire une ville connectée et durable. Et pour moi, c'est ça, en fait, finalement, une ville qui pourrait être intelligente ou smart, c'est qu'elle est ou connectée et durable. Et que l'idée n'est pas effectivement d'opposer les deux, mais de les mettre en totale complémentarité pour que l'un soit au service de l'autre. Et donc, on a défini des cadres de référence, R2S, si ça vous intéresse, on a des R2S for Grid, des R2S for Care, un R2S qui reprend toute la partie justement servicielle des bâtiments. Voilà, on a tout un tas de là, on va sortir un livre blanc sur l'IA, enfin voilà. Donc on a cette forme de réflexion que vous avez pu voir aussi avec Julien sur notre site, que vous pouvez aller télécharger si vous avez des questions sur ça. Mais vraiment, l'intérêt, c'est aujourd'hui de considérer ce bâtiment intelligent comme constitutif de la ville et comme un outil qui va devenir, par ces solutions numériques, une réponse aux besoins des citoyens. Et du coup, si je peux passer à la slide suivante. Alors j'ai eu quelques clins d'œil des uns et des autres. C'est vrai que moi j'ai la chance d'avoir connu l'expérience d'avoir été élu local à l'urbanisme, ce qu'on partage, et aux mobilités et au logement. Donc c'était vraiment une vision extrêmement importante de ce que pouvait être la ville, l'aménagement du territoire, l'utilisation des réseaux, la réflexion avec les mobilités, et il ne faut surtout pas oublier la sécurité et la santé, qui sont des services qui, pour nos concitoyens, sont absolument essentiels dans la ville, et que grâce à des solutions numériques intégrées dans une ville intelligente, on peut simplifier, ou en tout cas des solutions qu'on peut apporter. Le parcours de soins, enfin, on pourrait y passer des heures, mais en tout cas, voilà. Et donc, j'insiste, un élu local... vous savez, Caroline, tu vas rire, mais un élu local, il n'est pas bête. C'est comme la ville intelligente ou la ville bête. Un élu local, il n'est pas bête. Il est juste non sachant. Et ce qui va être intéressant pour vous aujourd'hui, dans le cadre de vos formations au CESI, qui sont très riches, c'est que vous allez pouvoir, avec vos diplômes et ce que vous saurez, des solutions, apporter de l'information aux élus. Et à côté de ça, vous pourrez tout autant apporter de l'information aux services. Et il ne faut pas ignorer qu'une collectivité, c'est une intelligence collective avec des élus, des services qui ne fonctionnent pas toujours facilement ensemble, il faut bien le reconnaître, et à qui il faudra que vous, en tant que sachants, vous puissiez leur exposer, leur présenter en quoi les solutions numériques ne sont pas là pour faire des bright cities, peut-être dans le mauvais côté, c'est-à-dire on n'est pas dans le high-tech, on ne va pas faire des fusées de toutes les villes de France, et certaines en sont extrêmement loin. Et vous verrez que dans l'ingénierie, effectivement, dans les administrations, parfois on en manque beaucoup, on a des manques de moyens pour les services. Donc vous, en tant que sachant, ce qui va être, à mon avis, pour vous extrêmement intéressant, et de jeunes diplômés, c'est de pouvoir amener cette information, donc donner de l'intelligence collective, et ensuite proposer l'intelligence technologique. Et alors, je fais appel un peu à votre citoyenneté parce que vous êtes jeune, donc c'est intéressant. Mais vous allez avoir dans cette démarche la capacité aussi d'influencer, alors
Peut-être que le terme n'est pas Si, bon, si, mais en tout vas-y, cas, vas-y. je peux me permettre. Vas-y, permets-toi. Mais sur les sujets de transition énergétique, sur le Donne-leur sujet envie, parce que c'est vrai qu'il y a Oui. véritablement cette volonté aussi. Bien C'est sûr. de dire que voilà, il y a Les une place élus- à prendre. Bien sûr, il y a des places à prendre. Et en plus, ce que je veux dire, c'est qu'un élu, il n'est pas anti-écologie, il n'est pas anti-numérique, c'est que lui, il a besoin qu'on lui explique. Moi, j'étais expert comptable avant de devenir élu local. Autant vous dire que le droit de l'urbanisme, je ne le connaissais pas. On m'a expliqué, j'ai à peu près compris. Et du coup, j'ai essayé de faire en sorte de faire des choses pas trop mal pendant mon mandat. Donc, et c'est là vraiment qu'il faut avoir cette intelligence collective et intelligence technologique. Et vous, dans le cadre de vos formations, vous aurez cette chance-là pour ensuite aller proposer ou même travailler au sein de collectivités pour faire en sorte que des villes deviennent intelligentes de plein de façons, avec toute votre réflexion et votre bonne volonté. Alors, j'ai fait un petit panorama ensuite, mais on l'a déjà bien abordé, mais pour moi, un territoire, alors vous le voyez, vraiment, j'ai mis territoire connecté et durable, et vraiment, je l'ai fait volontairement. Vous avez plusieurs catégories dans laquelle, pour moi, un territoire connecté et durable, pour moi, un territoire connecté et durable peut intervenir. Et vous voyez, c'est extrêmement riche. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans une démarche où on est capable d'agir. Et là, je pense que je fais appel un peu aussi à votre fibre citoyenne. Vous pouvez agir dans le cadre du respect de l'environnement, l'énergie et le climat, la nature, l'eau, les ressources et déchets, la pollution, sur la qualité de vie, le bien vivre ensemble. Sujet très difficile, le bien vivre ensemble. Donc, si on peut trouver des solutions, mobilité et accessibilité, santé et confort, extrêmement important, surtout dans des cas aujourd'hui de déserts médicaux. Je pense que certains d'entre vous êtes, à mon avis, pas tous parisiens, vous devez savoir de quoi on parle. Un sujet extrêmement important. Paysage, patrimoine et identité, parce que, vous l'avez remarqué, on cite beaucoup de villes étrangères, mais la France est un pays patrimonial. Et alors, quand on parle du côté rafraîchissant de Rome, il faut dire que les fontaines, ça fait longtemps que Rome a utilisé les fontaines pour rafraîchir. La France est un pays patrimonial avec des contraintes patrimoniales et c'est très difficile de réussir à régler les problèmes actuels avec les contraintes patrimoniales passées. Et ça, vraiment, c'est un sujet, je pense, qu'il faudra que vous, jeunes, vous réussissiez aussi à solutionner, oui. Que cette contrainte patrimoniale qui est quand même... Moi, j'étais élue à Albi, ville classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Autant vous dire que travailler à une ville intelligente quand on est classé à l'UNESCO, c'est quelque chose. Résilience, sûreté, sécurité, je ne vous fais pas non plus un débat là-dessus, on en entend assez parler. Performance économique, à ne pas négliger, parce que souvent, on a quand même tendance à oublier dans une ville intelligente l'aspect économie, mais c'est un tout. On a le citoyen, mais on a les entreprises aussi. Donc, dans la performance économique, il ne faut pas l'oublier. Économie et coût à long terme, dynamisme et développement, services et fonctions productives, adaptabilité, évolutivité. Donc, management responsable, ça, conduite de projet, gouvernance, synergie et cohérence avec le territoire, maîtrise foncière. Et les capacités numériques, connectivité et réseau, le débat de la 5G, 4G, 5G. On ne pourra pas utiliser des solutions numériques, et je vous en parlais assez vite. Et là, tout à fait, 6G, c'est ce que vous disiez, tout à fait. Mais déjà que vous savez que les collectivités veulent acheter des réseaux 2G, 3G qui vont être arrêtés parce qu'ils ne veulent pas de la 4G et la 5G. Quand je vous parle de sachant, c'est vraiment un grand sujet. Donc voilà, il faut quand même se remettre dans le contexte. Gouvernance numérique, cybersécurité, sobriété numérique. Je vais juste vous donner un exemple. On n'a pas beaucoup parlé du sujet de l'énergie. Et pourtant, le bâtiment est le premier consommateur d'énergie en France et le deuxième secteur pollueur après les transports. Et on en parle dans la PPE, on en parle très peu. Donc nous, à l'ASBR, on alerte les pouvoirs publics sur l'énergie et le sujet de la flexibilité énergétique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la flex. La flex, c'est la flexibilité implicite et explicite. C'est comment consommer l'énergie au moment où elle est le plus décarbonée et le plus disponible. Et ça, c'est tout un dispositif de solution numérique, notamment une API qui va être développée pour recevoir des signaux pour qu'on puisse consommer l'énergie au moment où elle est le plus disponible et le plus décarboné. Bon, alors, vous avez compris que je ne suis pas ingé, donc si ça vous intéresse, vous irez chercher très bien, comment ça marche. Mais ce qui est intéressant dans la flex, c'est que vous avez un bâtiment
qui va apprendre, qui va faire de la maintenance prédictive en fonction de la météo, en fonction des signaux qu'il va recevoir, en fonction de s'il fait du vent, enfin, vous avez compris, va consommer l'énergie au moment où elle est le plus disponible, c'est-à-dire souvent l'après-midi. Et ça va même finir par concerner les particuliers en heure pleine, heure creuse, où on va essayer d'orienter la consommation de l'énergie sur les moments donc, où l'électricité est la plus décarbonée. Et là, on n'est pas sur une question d'économie d'énergie. On est sur une question de consommation de l'énergie quand elle est décarbonée et disponible. Et vous avez même, et cette réflexion, elle vient des pouvoirs publics, vous avez même la capacité d'effacer des bâtiments au service d'autres en cas de crise énergétique, comme on a pu le connaître au moment de la guerre en Ukraine. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on pensait qu'on aurait un blackout en France, qu'on ne pourrait pas continuer à chauffer les Français de façon continue pour protéger les infrastructures. Aujourd'hui, avec la Flex, il y a une réflexion où on peut protéger les infrastructures comme un hôpital, par exemple, ce qui est quand même pas mal, sans parler de centrales nucléaires. Déjà, un hôpital, il faut qu'il continue à fonctionner. Parce qu'on aura cet outil intelligent qui fait qu'on pourra consommer cette énergie au bon moment et qu'on pourra effacer certains bâtiments, pas d'autres, pour permettre d'avoir une certaine forme de souplesse. Donc, il y a des enjeux, j'ai été un peu longue, pardon, mais il y a des enjeux, je crois, pour vous, tout autant techniques que citoyens dans le sujet de la ville durable et intelligente. Et moi, ce que je voudrais vraiment que vous puissiez retenir, c'est que on a des solutions numériques qui polluent. On ne va pas se mentir, on n'est pas là pour vous dire que ce n'est pas vrai. De toute façon, tout le monde sait que c'est vrai. Mais il faut vraiment qu'on soit dans l'état d'esprit de se dire que c'est vraiment des solutions utiles, interopérables. Grand sujet, l'interopérabilité, j'imagine que vous en avez déjà entendu parler, mais quand elles se parlent entre elles, si elles ne sont pas interopérables... Mais c'est essentiel. C'est essentiel, voilà. Quand vous réglez avec votre portable, votre carte bleue, que vous soyez au Crédit Agricole, la Banque Populaire, au Crédit Mutuel, vous payez avec votre téléphone, c'est interopérable. Aujourd'hui, pour l'instant, vous avez du matériel d'une marque, là je ne peux pas en parler parce que d'une autre et d'une autre, ce n'est pas interopérable, ils ne communiquent pas entre eux. Donc voilà, donc ça c'est vraiment des grands sujets. Mais voilà, la ville durable et connectée, c'est une ville où vous avez toute votre place en tant que citoyen, en tant que futur professionnel, au service des citoyens, des entreprises, des collectivités et finalement au service d'une société qui évolue. La ville intelligente, c'est pas nouveau. Par contre, une ville connectée et durable, c'est pour demain. Donc, je crois que là, c'est à vous de jouer, quoi. Merci. Peut-être une dernière question avant peut-être de prendre les questions. Qu'est-ce que vous pensez du sujet dans ces thématiques-là de la gestion de la donnée ? Peut-être pour une question pour toutes et tous, notamment la gestion de la donnée, que ce soit dans son traitement, dans son stockage, ou y compris dans des éléments liés à des cadres réglementaires. Comment on peut approcher aussi cette problématique de la donnée pour vous ? Est-ce que vous avez des recommandations, des éléments qui vous paraissent importants, importants dans On ne relance sujet ? pas un débat, mais Bien on sûr, voudrait quand même rapidement. avoir votre avis sur un sujet qui paraît important. Exactement. Je ne sais pas si j'ai pas. Moi, je vais rapidement répondre. La donnée, c'est deux choses. C'est vraiment qu'est-ce qu'on en fait, qui la traite, qui en bénéficie et comment elle est utilisée. En fait, la donnée, c'est le pouvoir. J'ai souvent l'habitude de dire ça. Alors, ça peut être un peu choquant, mais quand vous avez une donnée bien traitée, bien captée, enfin, des bons capteurs qui vous donnent une donnée de qualité, qu'elle est bien analysée, qu'elle est bien traitée, c'est une source de pouvoir énorme parce que ça vous fait savoir pas mal de choses, notamment sur une ville, et ça vous permet de prendre des décisions éclairées ou pas. Donc, il y a le sujet de la donnée, il y a le sujet de son stockage, il y a le sujet de son utilisation, et là, il y a le sujet de sa cybersécurité, en tout cas de sa sécurité, qu'elle soit souveraine. Voilà, donc ça, c'est vraiment des gros enjeux aujourd'hui au sein de la SBA, c'est-à-dire stocker en France. Donc voilà, mais pour moi, la donnée, c'est vraiment l'or noir d'aujourd'hui. Laurent ? Pour rebondir sur ce que disait Muriel, j'ai le souvenir, il y a une vingtaine d'années, notamment, d'avoir vu que s'appellent les opérateurs, notamment de données, donc venir les Schneider, etc. ou autres, et qui expliquaient à Veolia, Suez, Sor, qu'ils allaient les aider pour exploiter les données. Rapidement, il y a eu un tir de barrage des élus qui étaient un petit peu au courant des dessins qu'il y avait derrière la tête. C'était typiquement en prenant accès sur les données,
on devenait le patron de la ville. Et donc finalement, les élus qui sont les décideurs de la ville allaient se retrouver aux mains véritablement de ces grands opérateurs derrière qui, une fois qu'ils avaient accès aux données, véritablement, donc comme le disait Muriel, c'est vraiment l'or noir de la ville. Et donc ces données qui sont liées encore une fois à l'eau, aux déchets, à l'énergie, notamment à toutes les données météo, etc., permettent de piloter la ville. Et donc véritablement les dessins qu'il y avait, pour avoir discuté avec ces grands opérateurs qui venaient notamment des États-Unis, donc l'idée c'était de dire, écoutez, voilà, on va venir prendre les données, on va vous les mettre en forme, mais l'idée c'était véritablement de pouvoir capturer ces données, de pouvoir les piloter. C'est assez intéressant si on fait l'analogie dans l'industrie. Moi je l'ai vu notamment dans des grandes usines, les PSA, les Renault, etc., dans lesquelles vous avez un certain nombre d'opérateurs, à l'époque c'était les Veolia et Suez, qui expliquaient à PSA, donnez-nous véritablement le ménage, la gestion de l'eau, la gestion des déchets, et vous inquiétez pas, derrière on va s'occuper de tout. Et puis rapidement, ils ont pris les collaborateurs, et rapidement ces entreprises qui étaient pourtant pas des gens qui étaient des gens très naïfs, se sont retrouvés pieds et mains liés, et donc finalement n'étaient plus capables d'acheter ces prestations, si ce n'est qu'au tarif que véritablement proposaient les Veolia et Suez. Et là, on a revu une inversion des valeurs. C'est typiquement, on a vu ces grandes entreprises qui venaient véritablement avec la volonté, véritablement cette fois-ci, d'aller capter les données de ces opérateurs pour prendre la main sur les collectivités. C'est un élément extrêmement important, comme l'a expliqué Muriel, véritablement, sur lesquels il est très important que ces données, non seulement, alors on parle de cybersécurité évidemment, mais ces données restent la propriété de la collectivité, puisque finalement, sinon, les élus se retrouvent dépossédés, et donc finalement, on peut l'outil de pilotage. C'est assez intéressant, et je le dis parce que sous le contrôle, on a la chance d'avoir plusieurs élus et puis des gens qui travaillent dans les services de la ville. On voit beaucoup d'opérations au jour d'aujourd'hui où on n'est plus sur des délégations de services publics, on va passer sur des CEMOP ou sur des marchés globaux de performance. Pourquoi ? Parce que les élus se sont dit, quand on donne la main véritablement à l'opérateur, on perd le contrôle, même si on est capable de contrôler ces DSP, mais où finalement le propriétaire, c'est le délégataire pendant les 15-20 ans qui va exploiter les données, et où finalement on reprend les clés que quelques années plus tard. Or, c'est véritablement ce sur quoi veulent se déconstruire les élus, et ils veulent pouvoir infléchir la stratégie tout au long. Et donc ces nouveaux outils, je pense notamment à l'outil de la CEMOP, que l'on fait dans les transports, dans l'eau, dans les déchets, dans l'énergie, se développent énormément parce qu'elles permettent, encore une fois, d'allier les deux bénéfices des systèmes, c'est-à-dire à la fois l'expertise du secteur privé, du savoir-faire technique, mais tout en restant au service des élus qui sont les décideurs véritablement des orientations stratégiques de la ville et des inflexions qu'elles veulent donner. Et donc ça, je pense que c'est un élément très important. La data, c'est vital, et notamment avec l'émergence de l'IA génératif sur les dernières années, on voit bien que véritablement celui qui maîtrise la data, c'est vrai dans l'entreprise, c'est vrai dans les collectivités, il a réussi, il a tout gagné. Et donc derrière, il est capable de tout piloter. C'est quelque chose qui ne doit pas forcément nous faire peur, à condition, encore une fois, de prendre le bon niveau de réflexion et de prendre de la hauteur. Et ça, c'est très important. Sylvie. Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce que viennent de dire Muriel et Laurent. En fait, la data... En quelques mots, pour laisser... Tout à fait. La data, faut pas s'en méfier. C'est pas forcément non plus l'alpha et l'oméga de la gestion d'une ville ou de la gestion d'une population. C'est juste qu'il faut que le service public, les élus, la population, les services gardent la main. Il ne faut jamais se déposséder de ce qu'on a. Quel que soit le sujet, si on donne tout à quelqu'un d'autre, on n'a plus rien. C'est la palisse n'aurait pas dit mieux. Donc voilà, il ne faut pas s'en déposséder, il faut garder la main, il faut garder l'argent peut-être, il faut garder le pilotage. Et il faut que ces données, elles servent à alimenter un cercle vertueux. Sinon, ça ne marche pas. Voilà. Il faut que la donnée nous permette d'aller plus loin, de passer au pas d'après et d'alimenter ainsi la chaîne. Merci Sylvie. Bon, je vais Très pas rajouter rapidement, beaucoup Pierre. de choses. Je crois que tout a été dit, si ce n'est qu'il faut se méfier quand même de ce qu'on appelle l'open data. Aujourd'hui, on dit on met tout à disposition des citoyens, comme ça, ils peuvent même faire des business models autour de tout ça. Il y a quand même des données qui sont confidentielles. Je vous donne un exemple, les bandes d'incendie dans une ville. Ça, on ne peut pas le mettre à disposition de tout le monde. Pourquoi ? Parce qu'une borne d'incendie, c'est une entrée sur le réseau potable. Et ça, vaut mieux se le garder pour soi pour éviter les malveillances. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a toujours des gens qui récupèrent de la donnée et qui en font des choses dont on n'avait pas imaginé l'issue. Voilà. Donc, il y a cette notion de gouvernance de la donnée qui est importante. Il faut qu'elle soit fiable, il faut qu'elle soit de qualité, de façon à pouvoir prendre les bonnes décisions. Mais il faut se méfier aussi de qu'est-ce qu'on en fait et comment on la distribue. Voilà, je n'irai pas plus loin. Merci Pierre.
Merci à tous. Merci à tous. On passe à la phase des questions. Des questions, si vous voulez. Ouais. Merci Héloïse. Oui, donc je rappelle pour les questions, vous levez bien la main si vous êtes en présentiel et si vous nous suivez via Twitch, n'hésitez pas à poser vos questions. J'arrive. Bonjour à vous. Tout d'abord, merci beaucoup pour cette conférence. Ça a été très intéressant. J'avais du coup 2 petites questions à poser. D'abord à Madame Sylvie Borst. En fait, je suis donc Marc Ruellet, enchanté. Je suis apprenti chef de projet, maître d'œuvre en génie civil et génie hydraulique pour la société WSP. Et je travaille actuellement avec le SIAP, en fait. Et quand vous avez parlé de projet de séparation des flux entre les boues et les urines, ça m'a fortement parlé parce que du coup, je travaille dans l'hydraulique et l'assainissement urbain. Et je voulais savoir comment vous avez pu avoir l'autorisation du SIAP pour tester ce projet. Est-ce que c'était avec l'appui de l'Europe? Comment ça s'est passé? Oui, c'est un projet européen, à l'échelle européenne. Donc, on va être démonstrateur à l'échelle européenne. Et on a travaillé dans l'ordre avec la ville de Paris, qui collecte les eaux usées, le SIAP qui les achemine jusqu'aux usines d'épuration et les différentes usines qui vont traiter ces effluents. Voilà, donc on a vraiment, tout le monde a adhéré à notre projet. On l'a explicité. On a tous été visiter le précédent dont je parlais à Zurich. Voilà, et on a tiré ce fil-là pour se dire, oui, ça vaut le coup d'essayer. Voilà, on espère que ça va marcher. D'accord, très bien. Merci beaucoup pour votre réponse. Et, deuxième petite question, plus triviale, mais la question c'est en tant que citoyen convaincu et qui a un peu la suite dans les idées, comment on devient élu local? Est-ce qu'il faut se rallier à une... Est-ce qu'il faut se rallier à une équipe de maires, se présenter? Ça dépend, Comment ça se en passe? fait. Moi, je réponds. Tu Non. peux répondre si tu Moi, peux. en tant qu'élu, non, mais elle a beaucoup plus d'expérience que moi. Mais c'est un vrai sujet. Mais tu peux y aller, hein, Muriel. Alors, moi, Go, c'est go. un peu c'est en fait la conjonction de plusieurs choses. Il faut reconnaître que j'avais l'opportunité d'être sur ma commune déjà investie, donc déjà connue quand même, parce qu'il faut quand même une forme C'est toujours un peu ça. L'élu, voilà, à la base, il est investi. une forme d'être de reconnaissance déjà de ton investissement sur le territoire. Et ensuite, c'est une proposition d'une maire sortante en fait qui m'a. J'étais un peu plus jeune, donc et puis avec la parité, il faut trouver des femmes. Et donc du coup, c'était une proposition qui m'a été faite de la maire sortante d'être sur sa liste. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée dans le grand bain de la vie politique. Mais c'est un peu le hasard. J'ai la même histoire que toi. Hein. D'accord, très bien, merci pour vos réponses en tout cas. Mais Et merci pour après, la conférence. quand même, n'hésitez pas. Moi, c'est le hasard parce qu'il se trouve que ma vie a fait que j'ai fait des études longues et tout ça. Bon, vous savez de quoi je parle. Mais n'hésitez pas à vous investir dans la vie associative, la vie politique, à être candidat. Parce que par contre, ensuite, quand je poussais les jeunes à s'investir, il y a eu un manque d'envie flagrant. D'abord, c'est passionnant, c'est super intéressant, il y a de quoi faire. Et on manque tellement de représentativité de jeunes et de quadras que si vraiment vous avez envie de vous investir, n'hésitez pas. Il y a parfois, c'est dur, très dur, mais ça n'empêche pas que c'est passionnant. Donc voilà, si vous avez envie, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Une autre question par ici? Donc, bonjour. Je vous remercie pour vos interventions et pour cet échange fructueux, enrichissant. Je me présente, je suis Sana Boassida, enseignante responsable pédagogique à CESI, cycle Visa BTP. Donc, ma question, c'est une question de finalité de synthèse, donc c'est adressé à vous tous. Comment une ville... Donc, qu'est-ce qu'une ville intelligente cherche finalement à optimiser? Est-ce que c'est plutôt la qualité de vie, la technologie ou c'est la gouvernance? Et comment éviter à ce que la ville intelligente ne soit pas un simple projet technocentré sans répondre réellement aux besoins des habitants? Je vais essayer d'y répondre encore une fois par rapport aux différents retours d'expérience que j'ai eus à travers le monde. La demande, lorsqu'on travaillait sur ces villes intelligentes, bien souvent, elle revenait à la même. C'était les élus voulaient avoir un échange, parce que c'est souvent des grandes métropoles, des grandes villes, ils voulaient avoir un échange direct avec la population. Et au-delà des périodes des élections, où ils sont sur les marchés, bien souvent, on a des élus qui sont aux affaires et donc qui n'ont pas forcément ce contact toujours systématique, direct avec l'ensemble de la population. Et donc l'idée, c'est de savoir
qu'est-ce qu'attend la population, sachant que le sentiment qui était remonté, encore une fois, je ne sais pas s'il est réel, mais c'était de dire, parfois, on a des élus qui n'avaient pas forcément toute l'information des attentes encore une fois, des habitants, parce que il y avait un filtre par les services, encore une fois, et donc il y avait certaines informations qui remontaient, hein, sans forcément qu'il y ait de manichéisme derrière, mais simplement n'avaient pas forcément l'ensemble de ces informations. Et donc, encore une fois, les élus que j'ai accompagnés à travers le globe, et notamment c'est vrai en France, hein, d'une manière générale, bien souvent ce qu'ils cherchaient c'était pouvoir être élus, premièrement, et donc pour pouvoir être élu, c'est forcément des gens qui étaient contents d'habiter dans leur ville et qui avaient le sentiment d'avoir des services additionnels, donc dans lequel une ville qui est agréable à vivre d'une manière générale. Et donc, plus que la ville techno, hein, encore une fois, je le dis, c'est important, c'est de la technologie au service d'une ville dans laquelle il fait bon vivre, dans laquelle on s'épanouit, dans lequel, et encore une fois, ça obéit à des logiques différentes selon, encore une fois, les niveaux de vie de la ville, selon laquelle la ville est située, etc., selon son histoire. Hein. On parlait bien de gestion patrimoniale. Le but du jeu, il y a des villes donc, qui ont une vraie patrimoine, et là-dedans, il faut le mettre en avant, ce patrimoine, justement, peut-être pour le faire ressortir, parce que parfois, il n'a pas été mis en valeur. Il y a des villes plus jeunes, plus nouvelles, dans lesquelles on cherche plutôt, là, cette fois-ci, véritablement à désenclaver certains quartiers, à offrir une espèce de couture urbaine pour faire en sorte d'arriver à des choses différentes. Et donc, ce qui ressort d'une manière globale, mais là-dessus, je pense que les élus sauront en parler mieux que moi, hein, des gens qui ont été élus, c'était véritablement d'avoir la chance de pouvoir échanger en direct avec, encore une fois, les administrés, donc c'est-à-dire les habitants, hein, et d'offrir cette communication directe qui permet d'avoir une remontée via, par exemple, le mobilier urbain, via un certain nombre d'informations, pour interagir avec les habitants et avoir cet échange direct qui permet justement, quand on est élu d'une grande collectivité et qu'on n'a pas toujours l'opportunité d'échanger en permanence avec les habitants, de permettre d'avoir le ressenti de la population, hein, d'une manière globale. Mais encore une fois, l'histoire des réélections est un élément important, hein, évidemment, puisque le principe d'un élu, c'est quand même de pouvoir être élu, hein, et de pouvoir faire évoluer sa ville, et donc d'avoir ce ressenti de la population que, bien souvent, encore une fois, dans les grandes collectivités, les gens avaient le sentiment de se dire, finalement, je ne sais pas comment ça fonctionne, comment les gens apprécient véritablement, et je déjeune, je dîne régulièrement avec des élus, et bien souvent, on est bientôt là au municipal, hein, donc on a un certain nombre d'élus qui nous sollicitent, notamment sur nos domaines d'expertise, pour nous dire, tiens, il faudrait que tu me rédiges une note sur tel domaine, décarbonation, etc. Et la question, c'est de dire, finalement, tiens, dans ma ville, véritablement, j'ai beau y être depuis 20 ans, je ne sais pas véritablement ce que les gens pensent de moi. Hein. Et donc, véritablement, les outils technologiques peuvent permettre justement de mieux appréhender ces informations, d'avoir un retour de la population sur les attentes véritablement, parce que parfois on se trompe, on pense apporter encore une fois des solutions qui sont pertinentes, c'est pas forcément celles qui sont attendues dans la ville en question. Je veux bien, merci. Oui, et juste pour compléter, moi je dirais aussi que la ville intelligente, la ville durable, la ville intelligente, ça doit pouvoir se décliner et se comprendre et s'apprécier à toutes les échelles possibles. En France, par exemple, si on prend l'exemple de la France, en France, il y a 36 000 communes, il y a les métropoles, il y a les départements, les régions, les coopérations territoriales, que sais-je. Et en fait, chacun, quel que soit, pour moi, quelle que soit sa situation, une métropole, une ville moyenne, une commune rurale doit pouvoir tirer son propre fil et s'approprier en fait plaquer ses propres objectifs sur l'ensemble des données qui pourraient être disponibles. Il ne va pas dire, voilà, c'est sûr qu'une petite commune rurale, elle ne va pas dire, il me faut une ville connectée, hyper connectée. On le pressent. Et puis il y a aussi la situation du territoire face à l'urgence climatique et sociale. Qui n'est pas la même non plus selon qu'on soit une commune du littoral, une commune de montagne, une ville dense avec des îlots de chaleur, etc. Voilà. Donc en fait, on a un panel tellement vaste que ça sert aussi. Enfin, pour moi, la ville intelligente, c'est aussi proposer un panel de solutions dans lequel, selon ma situation, ma taille, mes moyens, je peux puiser. Merci. Vas-y. J'ajoute juste une chose pour compléter ce qui a été dit. Il est évident que les services apportés aux citoyens, ils sont plus efficaces s'il y a une participation du citoyen. Je vous donne un exemple, Waze. Waze, ça marche super bien parce que tout le monde peut participer, hein, signaler des alertes, signaler des bouchons et ce genre de choses. Et ça, c'est un outil dont on ne peut plus se passer. Enfin, c'est Waze ou les autres produits. Hein. Mais plus vous donnez la parole aux citoyens, plus le service il est efficace. Merci. Vas-y, je t'en prie.
Alors, je vais juste très vite compléter. Pour moi, une ville intelligente, c'est une ville qui donne le sentiment aux citoyens qu'il est protégé. Alors, pas que pour des raisons de délinquance ou d'insécurité, qu'il est protégé parce qu'il peut éduquer ses enfants, parce qu'il peut se soigner, parce qu'effectivement, il y a des systèmes de sécurité qui fonctionnent, donc une justice qui fonctionne, qui peut aussi, qui vous fournit des réseaux de qualité, qui vous permet d'être connecté, c'est-à-dire avec des réseaux de Wi-Fi, par exemple, de qualité. Donc, je pense qu'une ville intelligente, c'est quand même par rapport aux citoyens, si je crois que c'était un peu ça votre question, c'est une ville qui donne le sentiment aux citoyens qu'il est protégé dans beaucoup de domaines et que le sentiment de protection, c'est pas qu'une question de sécurité des biens ou des personnes, mais une question plus globale et qui a beaucoup de choses qui est sécurisée aussi sur les questions de transition énergétique, de brouillard bientôt climatique, enfin voilà. Donc je pense que c'est ça pour moi, c'est mon sentiment. Après, voilà. Alors sur la participation citoyenne, moi je mets mon petit bémol d'expérience. Il y a toujours chez les élus la volonté de discuter avec les citoyens. Vous avez beau faire des consultations, des questionnaires, il n'y a jamais personne qui répond ou qui vient aux réunions. Alors, du coup, si je peux me permettre de témoigner aussi de ça, c'est quand même un vaste sujet. On dit qu'il faut qu'il y ait de la consultation citoyenne. Je vous promets que de tous bords politiques, de tous les caractères des élus que j'ai connus, il n'y a pas un élu qui n'a pas cherché à savoir ce que voulaient ces citoyens. Tout a été mis en place. Alors, s'il n'y a jamais d'autres solutions. Mais alors, vraiment, c'est un des plus gros échec, entre guillemets, que de réussir à avoir une collaboration citoyenne entre les élus et les citoyens. Voilà. C'est pour ça qu'il faut aller dès la petite école les éduquer là-dessus. Oui. Merci beaucoup. Alors, on va devoir conclure les questions ici, parce qu'on a une petite conclusion faite par Madame Silva et Monsieur Berton. Et puis, je prendrai la parole juste 5 minutes après. Les questions qui sont encore en salle, de toute façon, vous savez que l'événement continue juste après, mais on va devoir laisser les personnes qui nous regardent à travers l'écran. Donc, on va passer, pour conclure cette table ronde, la parole à nos 2 animateurs. Merci, Louise. En tant qu'école, c'est vrai qu'aussi notre enjeu, c'est aussi de vous former forcément à des thèmes, d'actualité. Et donc dans ce cadre-là, nous aussi, notre travail, c'est de faire une veille, notamment avec la direction des études, sur les métiers émergents. Vous avez ce guide qui est émis par France Compétences, l'ancienne CNCP, ça a été renommé depuis, qui liste un peu les métiers émergents en tension et également les nouveaux métiers qui nécessitent un développement de compétences assez important et sur lequel il y a des manques assez cruels en termes de recrutement et de vivier de recrutement en tout cas. Et dans ces métiers-là, c'est assez intéressant parce que ça va dans la même direction que ce que j'ai entendu ce soir. Il y a ce titre entre guillemets de fonction. Alors il n'y a pas les synonymes ou les autres titres, on n'a pas eu la place de les mettre ici, mais le titre officiel qui est expert en digitalisation et exploitation des bâtiments, dans lequel il y a cet élément qui est à cheval entre l'informatique et aussi le côté numérique et le côté BTP, on va dire, le côté vraiment gestion d'un bâtiment. Et dans ces éléments, même s'il n'est pas mentionné clairement et explicitement dans ce texte-là, on parle aussi de quelque chose qui pourrait ressembler à un jumeau numérique. Donc on a aussi ces éléments, tant en termes d'enjeux de pilotage, et bien entendu on le voit, alors aujourd'hui c'est peut-être un peu moins important, mais 1 an avant, quand on parlait de la hausse des prix d'énergie, de la hausse des contrats d'énergie, et que tout le monde pensait qu'il y allait à la fois avoir des hausses, mais aussi des délestages, puisqu'on avait même organisé chez nous aussi d'ailleurs des segments prioritaires, et donc tout un processus de délestage, si jamais un jour on viendrait à être délesté au profit d'hôpitaux ou d'autres organismes qui sont plus importants dans la hiérarchie de la fourniture d'électricité. Et donc c'était intéressant aussi de vous montrer ça. Vous avez ces documents qui sont publiés par France Compétences tous les ans. Là c'est le dernier, celui de 2025, on le voit d'ailleurs avec la date d'échéance, et nous on s'intéresse de plus près à ça aussi pour à la fois nos titres existants mais aussi nos futurs titres professionnels sur le sujet. Voilà. Merci Julien. Donc vous voyez effectivement qu'à tous les niveaux on doit s'investir, que ce soit les ingénieurs, que ce soit les élus. Effectivement, tout le monde doit s'y mettre, depuis la petite école, on va dire. Et vous comprenez maintenant pourquoi je ne vous ai pas fait de définition de la ville durable, de la ville intelligente. C'est trop compliqué en fin de compte. Vous voyez bien que chacun a donné sa vision, chacun en fin de compte a des objectifs, et qu'effectivement l'important c'est de comprendre, c'est d'écouter. On est à la base, et d'autant plus aujourd'hui, autour de l'humain. On est en train de construire des villes intelligentes, des villes durables. En somme, vous,
en tant qu'étudiant, vous allez construire tout ça, et qu'effectivement, suivant toutes les personnes qui sont autour de vous, vous avez les possibilités de faire évoluer à votre échelle les choses. Je vous remercie à tous. Passez une bonne soirée. Merci. Merci, merci à tous nos intervenants du jour. Je remercie évidemment ceux qui nous ont regardés, mais je tiens à remercier également toutes les équipes transverses, tous nos départements, nos salariés qui ont permis à ce cycle de vivre cette année, avec toujours des thématiques très riches et des intervenants de qualité évidemment, qu'on nous remercions, l'ensemble des intervenants qui, comme vous pouvez le voir, sont intervenus sur toutes ces dates, sur toutes ces thématiques. Vous pouvez revoir donc toutes ces tables rondes via le replay sur le YouTube Saisie. dont vous avez une playlist associée à ces tables rondes. N'hésitez pas à les revoir ou revoir ces thématiques. J'en profite puisqu'il y a d'autres aussi sujets, donc des causeries saisies pour ceux qui connaissaient. Donc vous avez aussi l'opportunité de revoir 70 thématiques différentes sur cette plateforme. Merci vraiment à tous. Merci à nos régisseurs, évidemment, et à la communication. Et merci donc à l'ensemble de l'équipe qui, voilà, le campus de Nanterre de Saisie vraiment se démène pour essayer de vous proposer des événements comme ça. Je pense que, enfin, à titre personnel, c'est très très important pour vous qui êtes des futurs professionnels. Ça sera vraiment votre plus-value de venir participer à ce genre d'événement, de pouvoir rencontrer des personnes si intéressantes et aborder plein de thématiques qui ne sont pas forcément non plus liées à votre avenir professionnel, mais qui vous donneront une curiosité, une ouverture d'esprit et un enrichissement, que ce soit en tant que citoyen ou professionnel. Et c'est vraiment ça qui fera de vous voilà, de meilleures personnes plus tard. Donc merci à vous tous et puis peut-être une autre fois pour d'autres aventures. Merci. J'en profite, donc le